On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de cybersécurité, cyberinvestigation, cyberfraude. Il y a un expert joannais qui se penche sur la question. Il a son entreprise de consultation ici à Saint-Jean. On en reparle dans quelques instants. Mais d'abord, International de Montgolfière, 35e édition au mois d'août, et il y a déjà une première série d'annonces. C'est déjà le moment de parler de la 35e édition de l'International de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a déjà eu, il y a quelques jours, une première série d'annonces. Question de décortiquer le tout et de mettre la table également pour les semaines à venir avec nous, le directeur exécutif Benoît Lemay. Benoît, bonsoir et bienvenue. Allô, Éric. C'est toujours un peu enivrant. On sait qu'on est dans une période de l'année où l'hiver, en principe, est terminé, quoique parfois la météo n'envoie pas les mêmes signaux. Mais en même temps, on est à la mi-avril. Vous avez une première série d'annonces et évidemment, il y aura des annonces subséquentes également dans les prochaines semaines. En quoi c'est important à ce moment-ci de l'année de mettre la table en prévision du mois d'août? Parler des montgolfières avec de la neige, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est qui est particulier? C'est ça le concept. C'est ça. Bien, de plus, on a fait même une annonce cette année en décembre par rapport au passeport intégré, qui a super bien été. Donc, on veut garder l'engouement le plus longtemps possible à l'année. Et puis, je vous dirais que depuis le mois de janvier, nos médias sociaux sont assez bombardés de « annoncez-nous quelque chose, on a hâte de savoir ». Donc, on veut pacer ça là, quand même. À partir du mois d'avril, normalement, là, on commence à annoncer. Une autre annonce début mai, et puis la dernière là, se fera fin mai. Bon. Bâtir une programmation relève toujours d'un énorme casse-tête parce que vous n'êtes pas les seuls à réclamer des artistes. Il y a une logistique de date. Encore faut-il que les artistes soient disponibles au moment où vous les souhaitez, tout ça. Et il y a aussi probablement le souhait que vous voulez en termes d'artistes franco, anglo, etc., etc. Donc, quand vous vous asseyez, là, comment ça fonctionne? On se fait un premier comité, on lance des idées, on lance des noms. Comment ça fonctionne? Oui, à toutes ces questions-là. On n'est pas nécessairement non plus en recherche d'artistes pour l'année suivante. C'est constant. On négocie pour l'année suivante. Mais oui, au niveau des noms, du choix et de la qualité, ça part de ce que les festivaliers nous demandent, premièrement. Ça part avec une stratégie de base de, bon, nous, notre positionnement est famille, qu'est-ce qu'on va aller chercher avec le spectacle tel soir. Ça vient avec une rentabilité, bien évidemment, les choix de rentabilité. Puis les cachets qui ne cessent d'augmenter. C'est sûr que ça rajoute une complexité assez importante là, depuis les dernières années. Là. Okay. Les cachets augmentent parce que quoi? Les artistes sont davantage réclamés. Bon, je prends un exemple parce que vous l'avez cette année, mais souvent on dit un peu à la blague. Éric Lapointe, il vient aux 2 ans. Le chouchou. Et Éric Lapointe, bien, on le sait que ça marche. Ouais. Puis on le voit, là, il y a d'autres festivals également où Lapointe fera des spectacles cette année. Mais... Ouais. Donc, je présume que quand l'artiste il est en demande, forcément, le gérant pèse fort un peu. C'est ça, c'est Absolument. Puis c'est drôle que tu dis ça parce que l'équipe d'Éric nous demande de venir aussi. Donc, les artistes ont des choix, ont des festivals qui aiment aller. C'est sûr que quand tu es payé, ils veulent venir un peu n'importe où. Mais ça marche des deux côtés aussi. Il y a beaucoup d'artistes qui nous sollicitent, dire « Moi, j'aimerais y retourner ». Éric en est un. Puis effectivement... Bon, dans cette première série d'annonces, on a donc évidemment Éric Lapointe. On a Kevin Parent, qui était aussi son mentor durant l'émission La Voix, là, qui n'est pas encore terminée. Il y a également Caïn et du côté de l'humour, Philippe Bande. Donc ça, c'est la première série. Donc tous des artistes québécois, artistes francophones, que vous placez à quel moment dans la grille? Est-ce que ça, c'est déjà déterminé? C'est déterminé pour ces 4 artistes-là. Donc, Philippe Bande et Caïn ensemble le jeudi, et puis Éric Lapointe et Kevin Parent ensemble le vendredi. Ça aussi, c'est une complexité. Quand tu parlais du puzzle, tantôt du casse-tête, là, on veut les mettre ensemble, ils ne sont peut-être pas disponibles ensemble, ils ne se promènent pas nécessairement ensemble à l'été longue non plus. Donc, ces 4-là ensemble fitaient très bien dans notre programmation et aussi la demande des festivaliers. Là. Bon. En même temps, on le sait, on est toujours dans une dynamique d'un festival de 9 jours. Il y a l'importance, évidemment, des 2 fins de semaine, ce qui viendra probablement dans une prochaine annonce. Je présume que dans le cas du vendredi, qui est souvent aussi une soirée quand même assez importante, plus adulte, assez festive, assez rock, donc le fit Kevin Parent, Éric Lapointe, probablement allait de soi. Là. Puis là, je n'ai pas validé ça, mais je pense que c'est la première fois qu'on fait Éric un vendredi. Et c'est ce que l'équipe d'Éric voulait aussi depuis quelques années, une fin de semaine, un vendredi. Ils comprennent l'engouement aussi qu'il y a au Festival de Saint-Jean. Donc, c'est un essai qui, selon moi, va être assez safe. Là. Ça devrait être une belle soirée. On l'a vu aussi dans les dernières années, il y avait parfois une
ou 2 soirées dédiées à l'humour. Le restant, on était dans la musique. Oui. Est-ce que ça va ressembler à ça aussi Oui, cette année? on combine avec Philippe Bond et Caïn le jeudi, on combine quand même l'humour et la musique. On a fait l'essai l'année passée avec Rachid Badouri et Alex Nevsky, je pense. Ça a bien été. Le feedback était bon, là, le mélange des deux. Fait que ça va ressembler à ça. Ouais. Bon. Est-ce qu'il y aura, encore une fois, cette année, des artistes ou un artiste de calibre international? Oui. Oui. Okay. Annoncé dans les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines. Oui. Je pose la question parce que certains vont se dire, oui, bon, on connaît évidemment les difficultés économiques, les commandites qui sont un peu en baisse, les subventions également. Les cachets qui augmentent. Les cachets qui augmentent. Donc, on met tout ça ensemble, on se dit, bon, est-ce que le festival a encore le moyen de se payer un artiste de calibre international? Oui. La réponse est oui, puis c'est notre 35e et on veut le faire et on va le faire, oui. Bon. On a parlé tantôt en introduction du fameux passeport intégré, parce qu'on arrive aussi au moment de l'année où parfois il peut y avoir certains avantages à se procurer le passeport tout de suite. Donc, quelqu'un qui achète son passeport aujourd'hui, quels sont les avantages qu'il va bénéficier que de l'acheter un peu plus tard dans l'année? En fait, le prix, bien évidemment. Donc, le prix du passeport est moins cher à cette étape-ci. Le passeport intégré qui est en vente, il en reste moins de 500. On a quand même plus de 3000 de vendus déjà avec la promo de Noël et puis l'annonce la semaine passée. Donc, il en reste pas beaucoup. Le passeport intégré, je parle. Le passeport régulier va en avoir beaucoup. L'intégré, c'est les manèges, le stationnement et l'entrée sur le site. Là, je te dis, là, pour 50 là, je ne l'ai pas en tête. Montgolfière.com, là, on a les prix, mais c'est à peu près 50 de rabais là, que si on l'achetait sur le site. Donc, on a l'entrée pour les 9 jours, on a les manèges et le stationnement. Exactement. Bon. Et ça, tu dis qu'il en reste 500 en circulation? Maximum, parce qu'à chaque jour, on en vend. Là. Fait que la dernière fois, j'ai regardé, il en restait 500. Et ensuite, on va tomber avec le passeport régulier. Les deux sont en vente présentement. En vente présentement. Oui. Donc, OK, on peut autant acheter un que l'autre. Oui, depuis 2 semaines. Oui. OK. Et je présume, en tout cas, dans le cas des 500, évidemment, plus vite on fait, mieux ça sera. Et le moins cher que ça va être, exactement. Bon. On disait tantôt, donc, une première série d'annonces, Artistes franco, avec les 4 qu'on a nommés aujourd'hui. Il y a le passeport. 2 prochaines annonces à venir? Oui, exact. Pour la balance de la grille? Oui. Et l'autre annonce aussi? Oui, un petit peu de programmation au niveau des artistes début mai, des nouvelles zones, une nouvelle offre alimentaire, des formes spéciales qui s'en vient, une offre citoyenne aussi, donc on a quelques surprises pour le citoyen. 1er mai, début mai. Et puis, la balance de la programmation, là, le gros package fin mai. Bon. Ouais. On le sait, quand on regarde l'actualité ici à Saint-Jean-sur-Richelieu dans la dernière année ou les dernières années, évidemment, ça n'a pas été facile pour le festival. Il y a eu une série d'années de mauvais temps. Ça n'a pas aidé. Des déficits, évidemment, qui se sont accumulés. Aussi, une joute un peu politique, parce qu'il y avait des élections l'automne dernier. Bref, nouveau maire, nouveau conseil d'administration avec de nouveaux élus. Un peu d'incertitude quand même, quoique il y a quelques semaines, il y a eu une résolution favorable au Conseil, à tout le moins, pour vous donner les sous nécessaires pour être capable d'opérer. Là, évidemment, vous avez en tête d'opérer la 35e édition qui s'en vient au mois d'août 2018. Oui. Mais on le sait, une organisation comme le festival doit penser à dans 1 an, puis dans 2 ans, puis dans 3 ans. Comment ça s'organise en ce moment? Parce qu'on sait qu'il y a la formation d'un comité de réflexion. Oui. Et on sait que le nouveau maire a émis un souhait qui est peut-être à la fois réaliste, de dire est-ce qu'on pourrait mettre en commun les forces du milieu, le festival, mais l'organisation de la boum de l'été avec la Chambre de commerce, Mont-Vieux-Saint-Jean la nuit avec la Société de développement du Vieux-Saint-Jean et d'autres événements qui se déroulent pour ne faire qu'une éventuelle corporation d'événements qui pourrait, dans le fond, mettre à profit l'expertise et tout gérer ça. Là, évidemment, on est au premier balbutiement du comité, mais comment ça s'oriente tout ça? Bien, en fait, on en parle, ce comité de réflexion. Donc, je pense que ce qui est important, c'est de mettre tous ces acteurs-là ensemble dans une pièce, qui est le comité, et de parler de ça. On n'est pas nécessairement à parler de la gouvernance ou des choses comme ça. C'est plus, sont où les synergies? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour bonifier l'offre événementielle dans Saint-Jean? C'est très embryonnaire, là. Je ne peux pas vraiment en dire plus, au sens qu'on n'a pas eu 1 million de meetings non plus. Mais moi, je vois ça d'un bon œil pour le festival au niveau long terme, au niveau pérennité. Je pense qu'ensemble, on peut être juste plus fort. Et puis, l'ambition du festival et l'engouement pour le festival est autour de la table, là. Donc ça, j'ai aucune inquiétude par rapport à la pérennité du festival. Au contraire, je vois ça vraiment d'un bon œil, ce comité-là. Parce que quand la Ville nous dit d'un côté, quand on fait le calcul du festival, mais si on rajoute la boum de l'été, Classica, même les subventions qui sont données à la Fête nationale, à la Fête du Canada, à la boum de l'été, on met ça tout ensemble,
On est peut-être à 1,5 million, peut-être même proche de 2 millions d'investissements de la part de la Ville. Et dans le cas du festival, évidemment, vous avez une permanence, évidemment, qui s'occupe de ça à l'année. Dans le cas de la Chambre de commerce ou de la Société de développement, c'est des événements ponctuels dans l'année où on a une ressource qui travaille quelques semaines, quelques mois. Donc, il y aurait un certain bénéfice probablement pour la permanence de la corporation actuelle, de voir à peut-être s'impliquer davantage dans l'organisation de ces événements-là. Je vois ça. Même le service des loisirs aussi de la Ville. Bien, c'est ça, exactement. Je pense que la Ville investit dans ces événements. On est une ville festive, une ville animée. Pour moi, le comité, c'est plus de prendre du recul et de dire est-ce qu'on peut en faire plus avec les sous qu'on se donne? Comment? Je ne le sais pas. Oui, c'est ça. Mais je pense qu'il se fait des belles choses sans le festival, au sens que les autres événements qui existent sont fantastiques et animent la ville. Les stratégies, par contre, sont complètement différentes. Faire venir des Américains avec une billetterie versus une activité gratuite pour le citoyen, c'est deux stratégies différentes. Par contre, ensemble, on peut peut-être en faire beaucoup plus avec les mêmes objectifs. Là. Bon. Et donc ça, évidemment, ça va se développer dans la prochaine année? Quand même assez rapidement, je l'espère. Ouais. Je pense que ça va découler tout au long de l'été. Ouais. Bon. Et je sais que ça fera partie des annonces éventuellement, mais il y aura, disons, dans les annonces à venir, le volet qui était, disons, pour favoriser, disons, les citoyens. Oui. Ça aussi, ça faisait partie des engagements à l'occasion de la dernière élection. Donc ça aussi, ça va se mettre en branle prochainement. Oui. J'ai espoir. Bien, pas j'ai espoir. Le début mai, là, on est en train d'orienter et tout ficeler ça, mais d'avoir des bonnes nouvelles pour les citoyens là, dans la prochaine annonce. Donc, www.montgolfière.com. Si vous désirez vous procurer un passeport intégré, il n'en reste que 500 en circulation en ce moment avec les manèges et le stationnement et l'accès aux 9 jours et le passeport régulier également. Première série d'annonces avec les artistes franco et 2 autres séries d'annonces à venir dans les prochaines semaines. Benoît Lemay, merci beaucoup. Merci, Eric. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle de cybersécurité. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Sylvain. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle entre autres de golf. Oui, avec Sylvain Patry du Club international 2000 et on reçoit l'informateur Joannet. William Julien. Et si vous voulez savoir qui est Alex Bowman, écoutez l'émission. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. À chaque mois, le regroupement des travailleurs autonomes du Haut-Richelieu désigne l'un de ses membres comme étant le membre du mois. Il permet de faire en même temps une conférence devant les membres et même de façon plus élargie. Et très souvent, nous, ici à l'émission, on souhaite évidemment recevoir ces gens pour vous faire découvrir des travailleurs autonomes qui œuvrent dans notre communauté et qui ont parfois des secteurs d'activité fort intéressants qui peuvent vous être également fort utiles. Aujourd'hui, on parle de cybersécurité, l'entreprise Tech Info avec Patrick Gros qui est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Merci. Cybersécurité est probablement l'un des sujets ou des enjeux de société les plus à la mode parce que notre société s'est beaucoup informatisée avec le temps aujourd'hui. Même à la limite, certains diront qu'on a même développé une quasi-dépendance aujourd'hui. On fait juste penser à une journée où l'Interact ne fonctionne pas et il n'y a plus rien qui marche. On l'a vu même dans le verglas il y a 20 ans, quand les gens vidaient les guichets automatiques parce que les gens voulaient de la liquidité, puis que les téléphones cellulaires ne marchaient plus. Et là, aujourd'hui, on est beaucoup... et même moi, j'ai téléchargé une application la semaine dernière pour qu'au lieu d'utiliser ma carte bancaire, j'utilise mon téléphone pour... Bon, on est rendu très, très loin. Et évidemment, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, malheureusement. Et le cyberespace, c'est bien intéressant, mais qui dit cyberespace dit malheureusement parfois aussi fraude. Comment on peut se protéger aujourd'hui comme humain, mais comme entreprise à l'égard de la cybersécurité? Moi, je vois ça comme la première étape, c'est apprendre comment on peut se faire attaquer. Dans le sens que je prends tout le temps l'exemple du virus humain. Dans le virus informatique, il y a aussi le mot virus humain.
On a appris, je me rappelle quand j'étais plus jeune, on disait si vous avez à tousser, toussez dans votre main. Ouais. Bon, avec le temps, on a réalisé, bien, tousser dans la main, c'est pas efficace. On a rendu qu'on tousse dans le coude. Puis les gens, vous l'avez bien dit, Internet, même pour certains articles que je lis, ils disent que l'Internet, c'est rendu comme un bien essentiel, un peu comme se laver. Pour l'Internet, aujourd'hui, on a comme beaucoup de difficultés. Puis, mais les gens, ils ont leur ordinateur, ils ont un appareil très puissant dans leurs mains, mais ils ne savent pas vraiment qu'est-ce qui se passe l'autre bord. Ils se sentent tout seuls dans leur maison, il n'y a pas personne qui regarde par-dessus leur épaule. Fait qu'ils ne savent pas toute la vulnérabilité qu'ils ont, puis comment se protéger de ça. C'est une porte ouverte. C'est une porte ouverte, en effet. Parce que même, pas plus tard qu'il y a quelques jours encore, il n'y a pas une journée, en tout cas moi, là, où je ne reçois pas une espèce de courriel qui, tentativement, est un hameçonnage de fraude. Mais encore là, je peux comprendre, il y a quelqu'un qui m'accroche hier, qui me dit, là, Éric, écoute, justement, j'ai fait des modifications à mon compte Outlook. Puis là, c'est bizarre, dans la journée, j'ai reçu un courriel de Outlook me disant que mon compte était désactivé puis qu'il fallait que je clique en quelque part pour que ça marche. Là, je fais, non, tu cliques nulle part. Là. Puis c'est la même chose pour les fameux messages bancaires. C'est sûr que si je suis client chez Desjardins et je reçois un courriel de Desjardins, peut-être que je vais avoir une attention. Mais en même temps, si je suis client Banque Royale puis je reçois un courriel de Desjardins, là, je fais comme, ils ne m'ont pas dans la banque de données. Mais il n'y a pas une journée où il n'y a pas des tentatives de fraude sur le net. La dernière article que j'ai trouvé, ça a explosé de presque 200 % l'année passée. C'est la façon encore la plus efficace pour aller chercher monsieur, madame, tout le monde pour les infecter. Même une statistique a démontré qu'en général, ça prend 16 minutes à quelqu'un avant de cliquer sur le lien. Parce que par la nature, les gens sont curieux. Les pirates utilisent des techniques assez sophistiquées. Maintenant, ils font attention à leur français parfois. Fait que là, ça devient un peu... par curiosité, les gens veulent savoir, puis là, ils cliquent. Puis qu'est-ce qui arrive souvent, c'est que les gens ils ont cliqué, mais ils n'ont pas réalisé qu'ils sont infectés. Parce qu'il n'y a pas un carré rouge qui leur apparaît dans l'écran pour dire « vous êtes infecté ». L'antivirus ne réagit pas souvent. Fait que là, ils disent « bon, j'ai cliqué sur le lien, puis il n'y a rien ». Mais non, c'est silencieux par en arrière, puis le pirate, bien... il peut faire qu'est-ce qu'on veut avec notre ordinateur. Là. Même, je l'ai vu il n'y a pas plus tard que 2-3 semaines. J'étais dans un salon où on parlait justement de cybersécurité et le type me demande mon adresse courriel. Et en retour, il me dit est-ce qu'il est possible que ton mot de passe commence par ceci et finisse par cela? Là, j'ai fait comme oui, ça se pourrait, ou c'est un ancien mot de passe que j'ai eu dans le passé. Il m'a montré une liste dans le dark web où des pirates peuvent aller chercher des users, des passwords, assez facilement. Des fois, on ne les a pas tout au complet, mais des fois, on en déduit que si ça finit par telle affaire ou ça commence par telle affaire, que probablement qu'après 2-3 tentatives, on va être capable de décoder le reste. Donc, c'est assez hallucinant de voir que quand on n'a peu ou pas de protection sur nos mots de passe, qui sont multiples aujourd'hui, là. Dans toutes les plateformes, on a des mots de passe, là. Mais que ça peut être assez incroyable, l'information que les pirates peuvent détenir. Oui, chaque pirate, en général, à 76 % la seule chose qu'ils veulent, c'est de l'argent. Il y en a, le reste, c'est les raisons, d'après moi, il y en a, c'est juste pour détruire, faire du mal à l'autre. Mais vous avez raison, le mot de passe, c'est le gros problème. Puis notre cerveau, à un moment donné, il y a des capacités de mémoire qui est saturée. Fait que les gens, en général, prennent le même mot de passe, ils vont rajouter un 1 pour quelque chose, ils vont changer une lettre, ils vont prendre le 3, ils vont faire un E avec. Mais aujourd'hui, les systèmes, il y a des dictionnaires de mots de passe qui existent sur le dark web ou dans toutes les langues, puis le système, on appelle ça un brute force attack. Le système, il va essayer toutes les combinaisons possibles. Puis, en effet, c'est dur, mais qu'est-ce que vous avez parlé aussi pour votre mot de passe? Quand on était sur un site X, si on était piraté, le site était piraté, mais justement, votre mot de passe, puis votre username qui est sur votre courriel, il va tomber dans une base de données dans le dark web. Fait que peut-être dans votre cas, quand il vous a dit que peut-être que vous avez été sans le savoir sur un site que vous êtes allé, peut-être anodin, mais que le pirate il a trouvé sur sa base de données ou la personne en question qui a accès à la base de données, ils ont dit « OK, ce courriel-là, j'ai déjà eu ce mot de passe-là », puis souvent, on réutilise tout le temps les mêmes. Ou on fait quelques variantes avec parce que le cerveau il est limité. Et même, on voit la controverse qui a entouré Facebook récemment. Oui.
Oui, et les gens passent beaucoup d'heures sur Facebook, bien évidemment. Et là, on voit évidemment que le Facebook a eu de la difficulté à protéger, disons, les informations de ses usagers. Maintenant, mais comment on peut se protéger? Vous, dans le fond, vous êtes consultant pour des entreprises principalement. Comment on peut protéger l'information d'une entreprise? Comment on peut faire en sorte d'être plus sécure à l'égard de la fraude? Très bonne question. Je suis content que vous ayez posé la question. Ça prend un gestionnaire de mots de passe. On n'a pas le choix aujourd'hui, ça prend un gestionnaire de mots de passe. Il y en a quelques-uns qui me viennent en tête. Moi, personnellement, j'utilise LastPass. Je n'ai pas de redevance avec l'entreprise. J'aime beaucoup LastPass. Il y a Dashlane, il y a KeyPass. Il y en a plusieurs qui sont open source. Il y en a d'autres qui appartiennent à des entreprises. On n'a pas le choix aujourd'hui parce qu'on a demande minimum de 10 à 12 caractères. Il faut que ça soit des chiffres, des lettres, des minuscules, des majuscules avec des caractères spéciaux. Puis il ne faut pas que ce soit répété non plus à chaque fois. À un moment donné, notre cerveau devient plein. Fait qu'un gestionnaire de mots de passe, c'est l'idéal. Fait que moi, je vais sur mon compte en banque, j'active LastPass, puis il rentre pour moi toutes les informations à ma place. Donc, je n'ai pas besoin de me rappeler mon mot de passe. J'ai un mot de passe à me rappeler, c'est celui de mon coffre-fort. Fait que j'en ai un à me rappeler, que je change à quelques reprises, une fois par mois environ. Ça, c'est la chose la plus importante, mais il faut combiner ça aussi avec la double authentification. Ça, la double authentification, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on retrouve ça dans 3 groupes. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je connais? Non, qu'est-ce que je possède? Puis qu'est-ce que je suis? Dans le sens que qu'est-ce que je connais mon username, mon password, donc c'est dans notre tête. Ce que je possède, c'est quelque chose de présentement dans mon téléphone. J'ai une application qui génère un code qui change à toutes les 30 secondes. Okay. Donc, je pourrais vous donner volontairement mon mot de passe de mon LastPass, de mon coffre-fort. La prochaine étape qu'ils vont vous demander, c'est mon code de 6 caractères qui change à toutes les 30 secondes. Okay. Fait que le but de la double authentification, il faut que ça soit dans 2 groupes, mais différents. Donc, ce que je connais, ce que je possède, c'est les 2 plus populaires. Ce que je suis, c'est la biométrie, des fois avec notre empreinte digitale. Fait que dans mon téléphone, LastPass, il me demande mon username, mon password. La prochaine étape, il me demande ma biométrie, qui est mon empreinte digitale. OK. Fait que ça, ensemble, là, vous venez de fermer tellement de portes que les chances de vous faire attaquer, hacker, c'est pirater, c'est rendu très faible. Mon Facebook, mon Hotmail, mon Gmail, c'est tout protégé comme ça. Ah ouais? Oui. C'est la base. Moi, mon entreprise, je veux juste faire sensibiliser les gens, leur rappeler les enjeux de la cybersécurité en entreprise. J'aime beaucoup les petites entreprises et les PME parce que c'est des gens qui croient qu'encore sont petits, qu'ils ne peuvent pas se faire attaquer. Mais aujourd'hui, j'ai fait une conférence au recommandement des travailleurs autonomes, puis les gens ils ont réalisé que le pirate qui envoie son code sur Internet, il n'a aucune idée qui est à l'autre bout. C'est une petite entreprise, monsieur tout le monde, une grosse entreprise. Fait que c'est envoyé à la grandeur du réseau, puis celui qui n'a pas fait ses mises à jour, bien, en général, il va se faire attraper. Fait qu'il n'y a pas de petite, moyenne entreprise. Puis le site du gouvernement du Canada, Pensez cybersécurité, il a dit un pirate, autant dans une petite entreprise, elle a qu'est-ce qu'ils veulent. Ils veulent les informations. On a toute une base de données, des usernames, pas des usernames, pardon, des courriels, des noms, des adresses. Bien, c'est juste ça qu'ils veulent pour pouvoir les revendre, eux autres. C'est juste l'argent qu'ils veulent en général. Fait que même petit, on a beaucoup d'informations comme une grosse entreprise. Qu'est-ce qui fait que vous êtes tombé dans ce domaine-là il y a une vingtaine d'années? C'est pas tout à fait une vingtaine d'années. Ça fait 20 ans que je suis en informatique. J'ai touché à plusieurs choses en informatique. Mais je pourrais dire que c'est les 2 dernières années que j'ai basculé vers la sécurité informatique. À force de lire des articles, puis je me rends compte que les gens, comme je disais en entrée de jeu tantôt, on a un ordinateur, puis on n'a aucune idée, puis les gens... j'aime ça sensibiliser les gens, j'aime ça donner de la formation, puis j'aime transmettre mes connaissances. Puis j'ai dit, on va commencer à la base, qui est un exemple, par exemple, comme on vient de discuter, les mots de passe. Bien gérer son mot de passe, on vient de fermer énormément de portes. Et ce qui fait que pour vous, donc, vous vous êtes spécialisé dans la cyberinvestigation, la cybersécurité, cyberfraude. Oui. Donc, une expérience informatique, oui, mais que vous avez développé plus vers le monde de la sécurité. Oui. Fait que là, j'ai fait une formation à
À Polytechnique, en cyberinvestigation, là, maintenant, je suis en train de faire une formation en cyberfraude. Je voulais approfondir. À tous les jours, je reçois un condensé de l'actualité, tout ce qui touche à la cybersécurité dans le monde francophone. Je reçois un condensé à tous les soirs. Puis le soir, avant de me coucher, je fais beaucoup de lectures. Puis, ça vous met à jour en même temps. Ça me met à jour parce que dans ma conférence, dans mes formations que je donne, je parle des menaces courantes, mais il y en a tellement. J'ai pris ceux qu'on entend le plus souvent, mais sont ingénieux, sont ingénieux, les pirates. Même on voit, ça fait peur un peu, mais pour ceux qui suivent beaucoup le téléroman District 31, où là, actuellement, on montre que le crime organisé a pris possession, a mis une application dans les téléphones pour écouter vos conversations. Donc, on est rendu très, très loin. Il y a un peu de fiction là-dedans, mais il y a un peu de vrai aussi, parce que techniquement, c'est probablement possible aussi. Donc, on voit que, remarque que même dans les téléromans, on nous sensibilise également aux risques qu'on encourt aujourd'hui avec l'utilisation de nos appareils, là. Mais c'est drôle que vous parlez de ça. J'ai jamais écouté District 31, mais dans le matin, à ma conférence, ils m'ont parlé de ça, voir si c'était vrai. Oui, c'est vrai que les films, mais les gens pensent encore que c'est de la fiction. Oui, c'est ça. Puis quand je leur ai dit que oui, c'est réel, puis c'est très facile à trouver sur Internet, là, ils ne trouvaient plus ça drôle. C'est ça. Là, je leur ai parlé de la faille SS7. Vous pouvez aller voir sur Internet, la faille SS7. Ça fait assez peur, puis ça fait réfléchir. Bien, Patrick, merci beaucoup de ces précieux conseils. Souhaitant de pouvoir les partager au public, évidemment, qui ont peut-être des inquiétudes ou des gens d'affaires qui pourraient vous contacter dans le futur. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Reste avec nous au retour, le Babillard quotidien. Les 14 et 17 mai à Saint-Jean et à Saint-Blaise, il y aura des soirées d'information sur le compostage organisées par Compo Richelieu. Donc, si ça vous intéresse, vous avez les détails à l'écran. Chaque semaine, des extraits des travaux du conseil municipal de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 4 000 $ en prix, 30 dépositaires pour acheter vos livrets. Et puis, entre-temps, pour me joindre, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.